Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le Forum diplomatique d'Antalya 2024 a été officiellement ouvert cet après-midi au NIST Convention Center. Le président de la République malgache est présent avec une vingtaine de présidents et chefs d'État. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné que la diplomatie est importante pour la coopération et l'unité des pays. Sur place, Miarvulat Sferan et Andra Zajabe pour plus de détails. L'objectif de cette troisième édition du Forum diplomatique d'Antalya est de développer les relations diplomatiques pendant la période de crise et en ce moment de compétition intense dans la géopolitique mondiale entre les systèmes internationaux, nationaux, sans distinction, pour pouvoir établir la sécurité et la stabilité mondiale. Pendant les 3 jours de l'ADF 2024, les participants venus ici à Antalya, en Turquie, proposeront des solutions, partageront leur expérience et tenteront de faire entendre leur voix. Les participants, qui sont environ 4000 venus de nombreuses régions du monde, aborderont environ 50 sujets. Outre les 19 présidents et chefs d'État venus à Antalya, dont le président malgache Andra Zajabe, environ 73 ministres des Affaires étrangères et des personnes diplômées dans différents domaines se réunissent pour cet entretien diplomatique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement ouvert cet après-midi le Forum diplomatique d'Antalya 2024. Y ont participé le président Andra Zajabe et la délégation qui l'accompagne en Turquie. Pour rappel, l'année 2021 a été la première édition de ce forum diplomatique annuel à Antalya. Cette conférence diplomatique n'a pas eu lieu l'année dernière en raison du séisme massif qui a frappé le sud de la Turquie en février 2023, faisant 53 000 morts. Et à Madagascar, le sénateur Richard Ramanambiten est le nouveau PDS de la ville d'Antananarivo. L'annonce a été faite en début de soirée. Le nouveau PDS est un proche du président Andra Zajabe. En politique, il est le coordonnateur national du quartier général Arena depuis 2018. Il a mis en place l'association IFI, Isikafikamban Namyaradi Amni Andra Zajabe. Il était déjà nommé directeur au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Toujours en politique, le nombre d'inscriptions à la liste électorale qui s'est clôturée provisoirement le 15 février dernier a augmenté de 3,92%. 432 578 nouveaux électeurs se sont inscrits dans cette liste qui sera utilisée lors des élections de cette année. Les détails. 11 476 414. Tel est le nombre des électeurs inscrits dans la liste électorale qui a été clôturée provisoirement le 15 février dernier. Comparé à l'année dernière, ce chiffre a connu une hausse de 3,92%, soit 432 572 nouveaux électeurs. Si cela était de 11 43 836 l'année précédente. Selon la CENI, c'est la plus considérable augmentation depuis ces 5 dernières années. Cela grâce aux différentes sensibilisations faites par les politiciens et les sociétés civiles. Dans cette liste provisoire, 38 222 corrections ont été faites, 87 620 doublons ont été enlevés et 101 341 noms ont été rayés de cette liste. Elle sera de nouveau remise auprès des Fugutani pour une dernière vérification et sera finalisée le 15 mai, soit avant les élections législatives prévues se tenir fin mai. Toujours dans ce contexte, les nouveaux membres de la Commission du contrôle du financement de la vie politique, ou CCFVP, prennent leurs fonctions à partir de ce jour. Cette commission est destinée à surveiller les activités des campagnes électorales, notamment l'argent utilisé dans les campagnes. Détails sur les images de Yves Janel. Selon la loi, les membres de la CCFVP commencent à tenir une session 3 mois avant la date des élections. Cette commission est chargée de contrôler les sources de financement et les dépenses des partis politiques qui ont présenté des candidats à l'élection.
Depuis la création du CCFVP, c'est-à-dire en 2018, peu de candidats ont soumis le rapport budgétaire de leur campagne électorale. Ils disposent pourtant de 3 mois après la publication officielle des résultats pour le faire. Jusqu'à ce jour, la loi existante ne mentionne aucune sanction à l'endroit des candidats qui n'ont pas déclaré leur compte. Cela devrait être révisé selon le nouveau président du CCFVP, Rakutorvel Dodé. La CCFVP est composée de 5 membres, 3 juges issus du tribunal des comptes et 2 experts nommés par l'ordre des experts comptables. L'approbation passe par le Conseil des ministres. Aujourd'hui, la passation de pouvoir entre les anciens membres et les nouveaux membres a été réalisée. Pour rappel, le Conseil des ministres a approuvé le décret portant nomination de ces nouveaux membres le 18 octobre 2023. Dans les actualités également, la caravane médicale Sarobidniek, initiée par l'association FITI et le ministère de la Santé publique, a quitté l'hôpital HJRA ce jour dans le cadre de la célébration du 8 mars. Cette caravane passera dans 3 régions, notamment à Lochamangour, à Nalanzrouf et à Tnanan. Khadramananzatouf, Sech Anjanasi. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, et afin d'aider la population, l'association FITI, présidée par la première dame Mial Razoueln, et le ministère de la Santé publique ont initié la caravane médicale Sarobidniek. Cette caravane a quitté ce matin la HJRA et passera par 3 régions. Elle s'arrêtera à Muramang demain 2 mars, à Brickaville le 3 mars, à Fenorivatsnanan le 5 mars et à Tuamasna 1 le 6 mars. Les femmes et les enfants seront privilégiés durant cette caravane. À part cela, la vaccination des femmes et des enfants sera au programme, ainsi que les consultations gratuites, les dépistages du diabète, du VIH et du cancer des seins. L'équipe médicale procédera également à des radiographies, des échographies, mais surtout aux sensibilisations sur l'utilisation du planning familial. Et comme lors des précédentes caravanes médicales, les sensibilisations contre la violence basée sur le genre auront lieu. Les partenaires ont fait part de leur reconnaissance des efforts de la Première Dame dans la lutte contre les violences et la protection des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, les partenaires en santé que je représente ici, ainsi que tout le système des Nations Unies, tiennent à féliciter l'État malagasy sous le leadership de son Excellence Madame la Première Dame, qui est également, je le rappelle, la marraine de la vaccination, et Monsieur le ministre de la Santé publique, pour tous les efforts consentis sur tout le territoire, afin non seulement d'apporter ces services médicaux, mais ce qui nous tient beaucoup à cœur en tant qu'UNICEF, de vacciner chaque enfant et d'ainsi éviter toute flambée épidémique. Pour cette année, le thème choisi pour la célébration du 8 mars est Veivav Miarn Simraïn Firenena Manjus, traduit littéralement par les femmes qui se relèvent et qui sont solidaires assurent le développement du pays. Toujours dans les actualités sociales, 16 488 habitants issus de 3 communes de la région d'Anous ont bénéficié d'aides budgétaires émanant du gouvernement à travers le ministère de la Population et exécutées par l'UNICEF et le FID dans le cadre du projet Zaramir, le but étant d'aider ces familles dans leur quotidien. Andiniane Martina. La protection sociale des habitants de la région du Sud se poursuit. À cet effet, le projet Zaramir a été mis en place par le gouvernement à travers le ministère de la Population. Il consiste à distribuer de l'argent pour alléger le fardeau des parents qui envoient leurs enfants à l'école et d'aider les femmes enceintes et les personnes handicapées. Pour la région d'Anossi, 16 488 habitants de 3 communes du district d'Ambosaratim, à savoir Tanandav, Tsivour et Ifutak, bénéficieront de cette allocation. Le gouverneur d'Anossi, Voarakutvel Manatsu, s'est rendu sur place pour constater la distribution dans la commune d'Ifutak. En plus du soutien financier, ces habitants sont conseillés pour améliorer leurs sources de revenus. Selon le gouverneur, cet acte correspond au pilier numéro 1 de la politique générale de l'État, qui est le capital humain.
Et parmi les 10 malfaiteurs appréhendés par la police mercredi soir à Ndékalek, figuraient des kidnappeurs qui opéraient dans le district de Muramang. Lors de leur fouille, la police a trouvé 2 pistolets, dont un pistolet utilisé par les agents de la police et un pistolet de calibre 12. La recherche des autres bandits se poursuit. Indéniana Martina sur les images de Tanznaranji de Viva Muramang. Ces bandits projetaient d'attaquer un village non loin d'Ndékalek mercredi soir lorsqu'ils ont été appréhendés par le Fuknul, appuyés par des éléments de la police affectés à la société Madarel à la gare d'Ndékalek, district de Brickaville. Ces bandits étaient au nombre de 18, mais 8 d'entre eux ont réussi à s'échapper. La police de Muramang a pris le dossier en main et les 10 personnes arrêtées se trouvent désormais sur place. Les agents de police qui ont effectué leur fouille ont trouvé 2 armes à feu, dont un pistolet utilisé par les agents de police et un pistolet de calibre 12 selon les informations. Au cours de l'enquête, il a également été constaté que certains d'entre eux étaient impliqués dans des affaires d'enlèvement dans le district de Muramang. La police enquête également sur la source des armes. Le directeur régional de la sécurité publique d'Alochamangour a soutenu qu'il devrait y avoir une telle coopération efficace avec les citoyens pour éradiquer les malfaiteurs. La préservation de l'environnement fait partie de la vision du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à travers le reboisement. Ce sont les éléments de l'environnement qui sont convertis en énergie et qui contribuent aussi à la vision à long terme de l'utilisation de l'énergie verte et propre. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a aujourd'hui à un reboisement qui s'est tenu à Farahantsanamainti, où se trouve une centrale hydroélectrique qui fournit jusqu'à 28 MW d'électricité à Antananarivo et ses environs. Un hectare de terrain est dédié à la plantation d'arbres ici dans le site où est implantée la centrale hydroélectrique de Farahantsan, commune Mahintsi. La société Tozi Green exploite ce lieu et coopère avec le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à travers une convention 3P. C'est pourquoi 13 000 arbres ont été plantés ici, des arbres à croissance rapide, comme l'acacia, le pin, mais il y avait aussi des arbres fruitiers. Cette centrale hydroélectrique est une grande installation capable de transformer l'eau en énergie et d'alimenter en électricité Antananarivo et de nombreux districts reliés à la RIA ou le réseau interconnecté d'Antananarivo. Il produira jusqu'à 28 MW d'électricité. Le maire d'Amboimas a déclaré que jusqu'à 60% de la superficie de sa municipalité est déjà verte, car tous les habitants contribuent chaque année à rendre le pays encore plus vert. Aujourd'hui, la famille du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, accompagnée des organismes rattachés, ont participé également à cette politique générale de l'État qui est la préservation de l'environnement. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a déclaré que la protection de l'environnement promeut l'énergie et que cet aspect est l'un des secteurs menant au développement durable. Oui, nous sommes sur ce site magnifique pour apporter notre contribution pour ce programme de reverdir Madagascar. Comme je disais tout à l'heure, nous perdons plus de 100 000 hectares de forêt par an. C'est triste. Ceci est dû sans doute à la pression aussi de l'activité humaine, aux feux de forêt intentionnels, et sans doute nous avons besoin aussi d'amener d'autres formes d'énergie à la population, beaucoup plus durables, beaucoup plus fiables et beaucoup plus propres. Et c'est un autre grand programme aussi au sein de ce ministère, tout ce qui concerne la cuisson propre. Donc pour ne pas être trop long, je vous remercie tous de votre participation et j'appelle tout le monde à y contribuer ardemment dans le reboisement de tous les pieds qui sont déjà annoncés ici. Et j'espère que Madagascar un jour sera vert et que le développement réel sera là pour tout le peuple malgache. Après le reboisement, le ministre a visité aujourd'hui la centrale de production d'électricité de Farahantsan. D'autre part, il a également confirmé que tous les travaux liés aux 100 jours de travail réalisés par le secteur de l'énergie et de l'hydrocarbure se poursuivent. La semaine prochaine, il sera en déplacement à Tuamasan pour accueillir les blocs moteurs destinés à l'extension de la centrale d'Amboimanamboul avec 105 MW de plus.
Côté sport, 65 athlètes dans 11 disciplines participeront aux Jeux africains qui se tiendront du 8 au 23 mars au Ghana. Ces 11 disciplines sont celles où on a obtenu de bons résultats lors des compétitions internationales. Le gouvernement dirigé par le président Ange Rajoelina cherche toujours à donner la priorité au sport malgache pour encourager les jeunes. Anzara Zonarvel, c'est Tranjanasi. Madagascar participera aux Jeux africains qui se tiendront au Ghana du 8 au 23 mars. Madagascar participera à 11 disciplines, à savoir l'athlétisme, le basket, les jeux d'échecs, l'haltérophilie, la lutte, le taekwondo, le karaté, le rugby, le tennis de table et le judo. Le reste de la délégation quittera le pays mardi prochain si une première vague est partie ce jour. Pour les athlètes, l'objectif est d'améliorer les performances de 2019 et de se placer dans les 8 premiers. Aujourd'hui s'est tenue une campagne de lutte contre la prise des stimulants, suivie d'un atelier réalisé avec les athlètes participants. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Joe Biden et Donald Trump se sont tous les deux rendus jeudi au Texas, à la frontière avec le Mexique, pour évoquer le sujet explosif de l'immigration. Donald Trump accuse le président américain d'être responsable d'une invasion de migrants. Mais pour Joe Biden, ce sont les républicains emmenés par Donald Trump qui refusent de coopérer pour aboutir à une solution. France 24. Dès 2016, l'immigration, on s'en souvient, était bien entendu le sujet de prédilection du candidat Trump. Attention, pas nécessairement celui qui lui rapportera le plus de voix, paradoxalement, mais en tout cas celui qui lui garantit de capter l'électorat populaire de sensibilité républicaine, mais également l'électorat du centre du pays, chez qui la peur du grand remplacement, un concept largement manié par l'ancien président, toutes les études le montrent, cette peur est de nature à mobiliser un électorat chez qui le devoir civique n'est justement pas nécessairement vécu comme un devoir. Donald Trump a pris la parole le premier, et pas n'importe où, à Eagle Pass, vous l'avez rappelé, là où le gouverneur Greg Abbott, gouverneur du Texas, a choisi de croiser le fer avec les autorités fédérales. Greg Abbott, gouverneur du Texas, on l'a dit donc, est fidèle soutien de Donald Trump qui dénonce l'absence de moyens nationaux pour lutter contre l'immigration clandestine. Soulignons que dans sa prise de parole, l'ancien président, coutumier des approximations, voire même des contre-vérités, il faut le dire, n'a pas dérogé à ses habitudes. Plusieurs de ses déclarations sont en ce moment même contredites par les services de fact-checking de quelques grands médias américains. Et puis Mathieu, il y a le Super Tuesday qui se tient mardi prochain dans 14 États, dont le Texas, ce qui explique aussi cette visite des deux candidats. Oui, vous faites bien de le rappeler, ce double déplacement, celui de deux présidents, l'un en exercice, l'autre ancien, s'inscrit bien entendu dans la perspective du Super Tuesday qui se déroulera mardi prochain, 5 mars, vous l'avez dit, et sur la liste des 16 États qui vont devoir choisir leur candidat à l'élection présidentielle de 2024 figure effectivement le Texas, un État important à plusieurs titres, puisque d'abord le Texas fait partie des États à forte identité et à fort rayonnement ici aux États-Unis, mais également parce que malgré son image traditionnelle d'État conservateur, le Texas voit sa physionomie sociale et politique évoluer lentement d'année en année, et notamment au gré des mouvements de population majoritairement urbaine qui quittent la côte ouest américaine, devenue trop chère, pour rejoindre les grandes agglomérations texanes comme Austin, Houston ou encore Dallas. Pour la troisième fois donc, troisième fois consécutive, troisième scrutin consécutif, le camp démocrate appelle de ses voeux à une bascule de cet État habituellement rouge vers le bleu, la couleur des démocrates. Et l'opposant russe Alexei Navalny doit être enterré vendredi dans un cimetière de Moscou après une cérémonie d'adieu dans une église à laquelle son équipe a appelé ses soutiens à participer malgré le risque d'arrestation par la police. France 24. Le cimetière de Borissovo dans le sud-est de Moscou, déjà placé sous surveillance policière à la veille des funérailles d'Alexei Navalny. C'est ici que le corps de l'opposant russe sera enterré. Je vois beaucoup de policiers autour du cimetière.
C'est assez étrange, je n'ai jamais vu ça, c'est inhabituel. C'est comme s'ils étaient à cran. Une présence policière dissuasive pour les habitants. Depuis la mort de l'opposant, il y a 2 semaines, plus de 400 personnes ont été arrêtées dans les rassemblements pour lui rendre hommage. Je sais que je dois venir, mais j'ai peur de le faire demain. Mais aujourd'hui, je suis venu. Malgré les risques d'arrestation, l'équipe d'Alexeï Navalny a appelé les moscovites à venir lui faire leurs adieux. Il était devenu un visage familier pour tout le monde car il était ouvert sur tout. Il ne se cachait pas du danger et n'essayait pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Il était sincère, courageux, il disait la vérité ici sur cette chaîne et de manière générale, il tenait ses promesses. L'enterrement sera précédé d'une cérémonie religieuse dans cette église orthodoxe. Un lieu difficile à trouver selon les proches de l'opposant qui dénoncent des intimidations des autorités. Après avoir tardé 1 semaine à remettre la dépouille d'Alexeï Navalny à sa mère, toutes leurs demandes pour organiser un adieu public ont été rejetées. Et jeudi, ses proches ont affirmé que les services funéraires recevaient des menaces et refusaient de transporter la dépouille d'Alexeï Navalny. Son équipe, sa veuve Yulia Navalnaya et les dirigeants occidentaux ont accusé Vladimir Poutine d'être responsable de sa mort, des accusations démenties par le Kremlin. Et pour terminer, des tirs israéliens sur une foule affamée et une vaste bousculade pendant une distribution d'aide jeudi dans le nord de Gaza ont fait plus de 110 morts selon le Hamas, soulevant au sein de la communauté internationale indignation et appel à établir les responsabilités. France 24. Que s'est-il passé jeudi matin lors du passage de ce convoi humanitaire escorté par les forces israéliennes vers le nord de la bande de Gaza? Des milliers de Gazaouis ont encerclé les 38 camions et semblent avoir tenté de piller les cargaisons, comme cela s'est déjà produit depuis le début de la guerre, tant la situation humanitaire est désespérée. D'après le Hamas, des tirs d'artillerie israéliens ont visé les civils gazaouis et selon des témoins sur place, des soldats israéliens ont fait feu sur la foule. Nos enfants meurent de faim. Nous allons chercher un sac de farine pour les nourrir et quand certains leur tirent dessus, les autres leur roulent dessus. Ils nous envoient cette aide pour que les Juifs tuent nos enfants. Des sources israéliennes citées par l'AFP confirment que des soldats se sentant menacés ont tiré à balles réelles, mais ni le fait qu'ils soient responsables du bilan de plus de 100 morts avancé par le Hamas. Le porte-parole de l'armée évoque lui des tirs de sommation et explique que les morts sont surtout dus à la bousculade. Il n'y a eu aucune frappe de l'armée israélienne contre ce convoi. Au contraire, l'armée israélienne dirigeait une opération humanitaire et c'est pourquoi nous étions là. Parce que notre guerre est contre le Hamas, pas contre le peuple de Gaza. L'ONU condamne les morts des civils. Le représentant de l'Union européenne se dit horrifié par un nouveau carnage. Emmanuel Macron exprime sa profonde indignation et sa réprobation face aux images sur lesquelles des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Washington demande que toute la lumière soit faite sur l'incident. Nous recherchons de toute urgence des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé exactement. Nous sommes en contact avec le gouvernement israélien et nous comprenons qu'une enquête est en cours. Nous suivrons cette enquête de près et nous ferons pression pour obtenir des réponses. En début de semaine, le président Biden se disait optimiste quant à la perspective d'un accord pour une trêve d'ici lundi. Il se montre aujourd'hui beaucoup plus prudent en indiquant que ces événements à Gaza auront un impact sur les négociations. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Sniper. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée.